On peut se demander pourquoi une voiture, disons une voiture allemande, est en fait assemblée avec des pièces qui viennent de 15 pays différents. Et en même temps, pourquoi est-ce qu'on entend tout le temps parler de nouvelles taxes pour, entre guillemets, protéger nos industries? Eh bien, c'est exactement ça le grand dilemme qu'on explore aujourd'hui. D'un côté, des frontières grandes ouvertes, de l'autre, des murs économiques. Un choix qui, au final, a un impact sur le prix de tout, absolument tout ce qu'on achète. Cette image, elle illustre parfaitement notre monde d'aujourd'hui, non? Un réseau ultra complexe d'échanges qui relie tous les continents. C'est ça, la fameuse mondialisation. Mais la vraie question, c'est est-ce que cette hyperconnectivité est une force à toute épreuve ou est-ce qu'elle cache des faiblesses, des fragilités? C'est ce qu'on va décortiquer en commençant par le côté, disons, le côté optimiste, les promesses de ce système. Alors commençons par le début avec les partisans de l'ouverture. Pourquoi, au fond, depuis plus de 2 siècles, la plupart des économistes sont des ardents défenseurs de l'ouverture des frontières? La réponse, en fait, elle tient en quelques idées fondamentales, qui sont à la fois puissantes et, il faut le dire, assez élégantes. Ok, la première idée, la plus ancienne, elle nous vient d'Adam Smith, et son raisonnement est super simple. Il dit, si un pays est le meilleur ou le moins cher pour produire du vin, eh bien qu'il se concentre sur le vin. Si un autre est plus efficace pour fabriquer des voitures, alors il ne fait que des voitures. Et ensuite, eh bien, ils échangent. Ça semble logique, non? C'est la recherche de l'efficacité à l'état pur. Mais alors, attention, la vraie révolution intellectuelle, elle arrive avec David Ricardo. Et son idée, elle est beaucoup moins évidente, presque contre-intuitive. Il dit que même si un pays n'est le meilleur en rien du tout, il a quand même intérêt à se spécialiser. Où ça? Là où il est le moins mauvais, là où son désavantage est le plus faible. Parce qu'en faisant ça, il libère les autres pays, les plus performants, pour qu'ils se concentrent sur leurs vrais points forts. Et le résultat, c'est assez bluffant. Au final, tout le monde produit plus et tout le monde y gagne. C'est vraiment cette théorie qui a mis l'huile dans les rouages du commerce mondial. Donc, pour résumer très simplement, avec Smith, c'est un peu la course pour être le numéro 1. Le meilleur gagne. Avec Ricardo, c'est différent. Tout le monde peut participer à la course et en tirer profit. Et c'est cette vision-là, bien plus inclusive, qui a véritablement lancé la mondialisation de l'économie. Et tout ça, ce n'est pas juste de la théorie. Les conséquences sont très concrètes dans la vie de tous les jours. D'abord, pour nous, les consommateurs, plus de concurrence, ça veut dire des prix plus bas et beaucoup plus de choix. Ensuite, pour l'économie, les secteurs qui exportent, ils cartonnent, ce qui crée de la croissance et des emplois. Et puis, il y a un dernier point crucial, le commerce, c'est un accélérateur d'innovation. On importe des nouvelles technologies, des nouvelles idées, des nouveaux savoir-faire. Et plus récemment, des économistes comme Paul Krugman sont venus ajouter une pièce au puzzle. Parce que, comment expliquer que l'Allemagne et la France, qui sont des pays très similaires, s'échangent des tonnes de voitures? La réponse est double. D'abord, les économies d'échelle. Produire en très grande quantité pour le monde entier, ça fait baisser le coût de chaque voiture. Et ensuite, la différenciation. Tout simplement, on aime bien avoir le choix entre une Peugeot et une Volkswagen, non? Bon, jusqu'ici, le tableau a l'air idyllique. Mais passons de l'autre côté du miroir. Parce que si le libre-échange était si parfait, honnêtement, il n'y aurait même pas de débat. La réalité, c'est que l'ouverture des frontières a aussi un coût, un revers de la médaille, et il est essentiel de bien le comprendre. Et là, on touche au cœur du problème. La richesse qui est créée par le commerce, eh bien, elle n'est pas du tout répartie équitablement. Il y a des gagnants, c'est évident, mais il y a aussi des perdants, des usines qui ferment, des industries entières qui disparaissent, parfois des régions complètes qui sont sinistrées. À ça, on ajoute une nouvelle fragilité, la dépendance. On s'est rendu compte qu'on dépendait d'autres pays pour des biens essentiels. Et puis, il y a la question sociale, voire morale. Est-ce que c'est juste de mettre nos entreprises en concurrence avec des pays où les normes sociales ou environnementales sont, disons, beaucoup plus faibles? Alors, face à ce dilemme, que font les gouvernements? Ils ne restent pas les bras croisés, bien sûr. Ils doivent choisir une stratégie, choisir un camp. Et sur le terrain politique, il y a en gros 2 grandes philosophies qui s'affrontent. La première voie, c'est celle du libre-échange. La philosophie est hyper simple. On baisse les barrières, on abat les murs. L'outil numéro 1 pour ça, ce sont les fameux accords commerciaux. Leur but, supprimer les taxes, simplifier les règles. C'est un pari en fait. Le pari que sur le long terme, les bénéfices de la concurrence et de la spécialisation seront toujours plus importants que les pertes à court terme. Et puis il y a l'approche totalement inverse, le protectionnisme. Là, comme son nom l'indique, le but est de protéger son économie. C'est l'économiste Friedrich List qui a popularisé l'idée de protéger les industries dans l'enfance. L'image est assez parlante, c'est un peu comme si on mettait un tuteur à une jeune pousse pour la protéger du vent, le temps qu'elle devienne un arbre assez solide pour y résister toute seule. D'accord, mais concrètement, comment on fait pour être protectionniste? En fait, les gouvernements disposent de toute une boîte à outils pour ça. Regardons un peu les instruments les plus courants. On peut les classer en 5 grandes catégories. Le plus connu, ce sont les droits de douane, les fameux tarifs. C'est tout simplement une taxe qu'on ajoute sur les produits importés. Ensuite, il y a les quotas. Là, on ne taxe pas, on limite la quantité.
On dit pas plus de tant de tonnes de ce produit par an. Après, il y a les barrières non tarifaires, plus subtiles, des normes sanitaires très strictes, des règles techniques complexes. Quatrièmement, les subventions. L'État donne de l'argent à ses propres entreprises pour les aider. Et enfin, la défense commerciale, pour lutter contre ce qu'on appelle le dumping, c'est-à-dire quand un pays vend à perte pour écraser la concurrence. Pour bien comprendre l'effet d'un droit de douane, cet exemple est spectaculaire. 100%, c'est la taxe que les États-Unis ont annoncée en 2024 sur les voitures électriques qui viennent de Chine. 100%, ça veut dire qu'on double le prix. Autant dire que ça les rend quasiment invendables sur le marché américain. Là, ce n'est plus une barrière, c'est un véritable mur. Mais les barrières ne sont pas toujours aussi directes. Parfois, elles sont plus subtiles. Prenons l'exemple de la nouvelle taxe carbone aux frontières de l'Union européenne. Sur le papier, l'objectif est purement écologique. On veut faire payer les produits importés en fonction de la pollution qu'ils ont générée. C'est logique. Mais dans les faits, ça a aussi un effet protectionniste, parce que ça avantage les industries européennes qui, elles, sont déjà soumises à des normes environnementales très strictes. Ouh là là, on a vu les deux camps, les deux grandes philosophies. Mais bien sûr, dans la réalité, rien n'est jamais tout noir ou tout blanc. La vraie question, la question que tous les gouvernements se posent, c'est celle de l'équilibre. Et ce tableau, il résume parfaitement le casse-tête. D'un côté, bien sûr, protéger des emplois ou des secteurs stratégiques, c'est un avantage énorme. Mais la contrepartie quasi immédiate, ce sont des prix plus élevés pour les consommateurs. On peut aussi réduire sa dépendance vis-à-vis de l'étranger, ce qui est une bonne chose, mais on prend le risque de déclencher des représailles, une guerre commerciale. On peut donner du temps à nos industries pour grandir, mais on risque aussi de les rendre moins performantes, moins innovantes, parce qu'elles sont protégées de la concurrence. Bref, il n'y a pas de solution miracle. Et si on pousse la logique du protectionnisme jusqu'au bout, on arrive à ce qu'on appelle l'autarcie. C'est l'idée un peu folle qu'un pays pourrait devenir une sorte de forteresse économique, en produisant absolument tout ce dont il a besoin lui-même. C'est le rêve de l'indépendance totale. Mais dans la réalité, l'histoire nous a montré que le coût est exorbitant. Sans les bénéfices de l'échange, l'innovation s'arrête, le choix disparaît, et au final, c'est le niveau de vie de toute la population qui s'effondre. Finalement, on se retrouve avec une sorte de curseur. D'un côté, l'ouverture totale du libre-échange, de l'autre, la fermeture complète de l'autarcie. Et le protectionnisme, eh bien, c'est tout ce qui se trouve entre les deux. En pratique, aucun pays ne choisit une position et s'y tient pour toujours. Ils passent leur temps à bouger ce curseur en fonction des crises économiques, des opportunités, des pressions politiques. Ce qui nous amène à la question finale, qui reste grande ouverte. Aujourd'hui, avec les tensions géopolitiques qui montent, le souvenir des crises sanitaires, l'urgence climatique, ce débat entre ouverture et protection, il est plus brûlant que jamais. On a l'impression que le grand balancier de l'histoire qui a penché très fort du côté du libre-échange pendant des décennies est en train de revenir dans l'autre sens, vers plus de protection. Mais la question c'est jusqu'où ? Ça, c'est sans doute l'une des plus grandes questions économiques pour les années qui viennent.